si je dois répondre à la question de ces liens, je dirais que pour faire un travail tel que celui-ci, il a fallu un appareil de confiance très important, hein, pour élaborer un contenu dans lequel on pouvait s'investir l'un et l'autre. Et les préalables de ce rapport de confiance sont très antérieurs. Donc en fait, on se connaît, Marie-Françoise est une photographe extrêmement investie dans les rapports à l'espace depuis très longtemps. Et un ami commun, Maurizio Cohen, me parle d'elle en me disant: tu dois absolument la voir, la rencontrer. Et moi, il me faut toujours un petit temps, donc ça ne se fait pas tout de suite. Donc il va me falloir certainement 2 3 ans. Je viens de finir une petite maison au sud de Bruxelles. Et c'est à cette occasion que je l'appelle. Et le contact est immédiat, enfin la mise en phase est immédiate. La nature de la photographie qu'elle produit est exigeante et remarquable dans l'état d'esprit qui nous animait à propos de la conception de cette maison. Et on va réitérer ce travail à plusieurs reprises, je dirais, avant d'en arriver à la question que je lui pose, c'est-à-dire de l'inviter à faire un travail au sein de la maison que j'ai conçue quelques années avant. Je vais d'abord continuer à répondre à ta première question, à savoir comment on s'est rencontrés, mais surtout comment s'est passée la collaboration. Et il y a eu cette première maison dans le sud de Bruxelles, à Uccle, d'Aline Francfort. Mais après, parce que c'est toujours la même machine qui a fonctionné cette fois-ci pour les arbres, il y a eu la maison Crans-Fontaine. Et ce qui me plaisait beaucoup avec Pierre, c'était qu'il me racontait toute sa façon, toute la conception de sa maison et l'aventure de sa conception avec des dessins, etc. Et c'est ça ce que j'aimais. Ça prenait 2 3 heures. Et alors, comme il me laissait, c'est la liberté que j'avais après de faire ce qui me passait par la tête. Mais c'était vraiment le fruit de tous ces discours. Et je savais que ça allait semer quelque chose, qui allait sortir quelque chose, je ne savais pas quoi, qui était directement une réponse à toutes ces réflexions. Et donc, ce qui m'a toujours beaucoup motivé, c'est la liberté. Tu vois, là, la maison Crane-Fontaine, il me disait: je travaille par couches, et j'ai ces couches-là, et comment les restituer, etc. Et je lui ai donné des couches. Je lui ai vraiment rendu son discours, mais de façon matérielle. Une autre fois, c'était une toute petite maison avec des tout petits objets, en fait, que je ne voulais même pas photographier. Et j'y demande à quelqu'un d'autre: ça sert à rien, je ne vois pas en quoi je peux te servir là. Et puis, il a cette idée, il me dit: ah, mais on va faire un flipbook. Je dis: mais ça, j'adore. Et dans les 2 heures, le livre était fait. Et ce qui m'a plu aussi, c'est... donc d'abord, c'était une histoire de 10 ans avec tous ces objets rassemblés, mais comment il y a eu la mise en route de ce flipbook avec chaque personne qui devait faire bouger à telle seconde tel objet et de tel angle, etc. Et comment il a mis tous ces gens ensemble, dont moi aussi, ça m'a vraiment plu. Donc chaque fois, c'était faire des photos pour Pierre, c'était vraiment quelle aventure ça va être. Et je n'en savais vraiment rien avant de commencer, mais après, voilà, c'était très évident. Et ici, pour les arbres, c'est encore en 2 mots. Donc, Pierre invite des artistes chez lui, et je suis la troisième personne qui l'invite. Avant, il y avait un plasticien et aussi un écrivain. Donc, qui occupe sa maison. L'écrivain, par des morceaux de bois dans lesquels il a gravé des poèmes, et le plasticien, par des œuvres en couleur qui se trouvent sur le plafond, donc qu'on découvre discrètement, mais qui sont très présentes. Donc moi, c'était très évident que je fasse, puisqu'il habite dans une maison entourée d'un jardin, que je fasse le jardin. J'aime les jardins. Mais comment sortir de sa petite propriété, en fait, hein, et de sa connivence avec une personne. Donc, je photographie des arbres qui sont chez quelqu'un, etc. Et comment faire entrer le reste du monde dedans, quoi. C'était ça la question qui s'est posée à moi. Et donc voilà, le livre, c'est une réponse à ça, mais toujours cette liberté de pouvoir ouvrir n'importe quel puits et puis de les mettre ensemble. Bah, je pense que d'abord que je réalise un rêve.
C'est-à-dire que le fait d'avoir conçu cette maison qui est en fait un grand corps de logis ancien, je suis en SB, donc qui est une ancienne siroperie et une grange, le sirop de Liège, hein, c'est célèbre, et puis sur lequel il y a une extension. Je me retrouve avec cette siroperie au cœur d'un verger très vaste, d'une soixantaine d'arbres fruitiers haute tige, donc verger conservatoire. Et au moment où l'idée m'apparaît de créer ces invitations, à l'intérieur duquel le travail de Marie-Françoise va se déployer, mes attentes sont de différents ordres. D'une part, je pense que je veux m'ancrer un peu plus à cet endroit, comprendre un peu mieux les enjeux de pourquoi je suis là. La deuxième palier, c'est sûrement étant à la fois architecte, éditeur, conférencier, etc., c'est sans doute d'utiliser mes capacités à investiguer l'espace et toutes les questions portées par l'espace. Et à ce moment-là, les invitations se portent à une série d'artistes et d'artisans, je dirais, dans le temps, dans mon imaginaire, de telle manière à pouvoir créer un laboratoire. Cette maison est en fait j'ai toujours revendiqué que c'était un laboratoire. On y retrouve notamment des portes qui ont été mises en œuvre d'abord là, avant d'être mis en œuvre dans des théâtres comme le Manège de Mons. Et donc c'est un vrai laboratoire. Cette investigation est très très importante. Et de trois, il y a toute la question, je pense, de la conviction qu'on peut mener avec exigence un travail artistique, si on peut dire, donc une interrogation artistique avec des artistes, non pas en achetant des œuvres, mais en créant des protocoles à l'intérieur duquel les artistes peuvent déployer leur art. Et c'est très proche entre ce que Marie-Françoise vient de dire de la commande telle qu'on la pratique à l'atelier d'architecture, qui est une commande libre, c'est-à-dire parfois on a une photo, parfois on a 150 photos, mais on n'indique pas. En fait, on accompagne le regard du photographe. On dit, c'est votre regard qui nous intéresse, c'est pas notre bâtiment. C'est pas la même chose. C'est même une posture inverse. C'est très peu pratiqué dans le cadre de l'architecture. Donc, je crois que mes attentes, c'est sans doute de créer des liens, de fonder des liens. Donc, dans les protocoles, il y a des protocoles de repas qui se passent à l'atelier, dans lesquels il y a des débats. Il y a une grande exigence éditoriale de propos, hein, de l'endroit où on veut aller. Et ensuite, de laisser une trace. Et c'est ça l'idée de fabriquer un ouvrage. Et le livre, bien sûr, n'est pas le lieu. C'est encore une autre chose. C'est une manière d'éclairer ce qui s'est pratiqué. Je crois que c'est ce mélange d'attentes qui produit le désir récurrent de poursuivre cet exercice. Oui, disons que j'ai une casquette d'éditeur à un double registre, si je peux dire, puisque d'une part, il y a une maison d'édition qui s'appelle Fourteau Édition, très engagée dans la micro-édition d'architecture en Europe. Mais alors, il y a ce petit foyer. En fait, ces invitations, peut-être c'est intéressant de le rappeler brièvement, mais sont nées d'une poche de veste de chantier dans lequel je trouve un appareil jetable noir et blanc 6 ans après la fin du chantier de cette maison, pour lequel j'ai décidé de ne pas faire de photos, donc je n'en ai aucune, sauf que j'ai sans doute triché, puisque avec un appareil jetable noir et blanc, le dernier que j'ai pu acheter, ça n'existe plus, j'ai fait tout un film, je crois, dont on a pu extraire. Ma veste de chantier avait vécu toutes les intempéries et pour l'instant il neige dehors, donc on voit à quoi ça ressemble des chantiers. Et la dégradation du film était presque totale, excepté 11 photos mangeables, si je peux dire, sur lesquelles on peut repérer quelque chose. Et donc ces 11 photos m'ont donné l'idée d'inviter 11 fois, durant 2 ans, donc je pense que j'aurai 76 ans quand j'aurai fini ce projet, mais d'inviter par paire d'années voilà, des personnes pratiquant leur art de manière extrêmement engagée, comme Marie-Françoise, et de se dire, peut-être qu'on a un propos commun, qu'on peut se rencontrer à tel endroit. C'est ça l'idée. Et à ce moment-là, bien sûr, l'intervention de Pierre Toby dans l'espace, qui par discrétion se met au plafond, dans les endroits les plus intimes, c'est très singulier, avec un travail sur des monochromes de couleurs, mais qu'il atténue par des feuilles de verre matées, des cristaux industriels, si vous voulez, donc des œuvres délicatesse absolue, comme ça, placées au plafond. Bien sûr, on en fait un livre, qui est un livre qui narre par la photo toute l'histoire de la résidence d'artiste de Pierre à Düsseldorf jusqu'à le placement. Et le poète, lui, on va chercher, et on s'ingénie d'ailleurs à chaque fois, et c'est essentiel de le savoir également par rapport au travail de Marie-Françoise, c'est que je ne veux pas qu'on fasse de cette maison une galerie, mais que les œuvres n'ont de sens que là. Les sortir et les mettre ailleurs n'a pas de sens. C'est là qu'elles doivent être. Je donne un exemple pour le poète, par exemple. Les textes apparaissent, certains textes apparaissent uniquement par beau temps,
avec un angle de soleil de l'été, parce qu'elles sont placées sur les lanterneaux, et donc sur le mur apparaît un texte qui fait au début de la matinée 3,50 m de haut, c'est-à-dire la hauteur du mur, qui forme un italique, et qui finalement, l'italique va s'inverser, ce qui je pense n'existe pas en typographie, parce que le soleil change d'angle d'attaque, hein, de son rayon. Et donc cette forme de discrétion, les œuvres sont disséminées dans l'espace, mais elles ne se surimposent pas au quotidien, donc elles ne sont pas ostentatoires, c'est donc pas une galerie, c'est pas, voilà, c'est important de dire. Écoute, ça c'est se qualifier soi-même. Moi, c'est pas une question que je me pose. Je me présente jamais comme artiste. Je me présente toujours comme une photographe ou une vidéaste, selon que je fasse l'un ou l'autre. Donc, moi, je trouve. Donc, c'est une catégorie que je trouve toujours un peu particulière. Moi, je trouve qu'il y a des artistes du quotidien, des gens qui pratiquent pas forcément un art et dont la présence est artistique. Donc, je trouve que parfois les artistes n'en sont pas et vice-versa. Donc, je parle jamais de ça, en fait. Je vois Pierre qui se concentre. Je pense que la question d'abord est d'ordre sémantique, c'est-à-dire le mot. Dans la sémantique, le mot artiste a explosé en réalité. Et puisque si je demande à Pierre Toby, hein, je vais citer les exemples qu'on vient de citer chez moi, est-ce qu'il est un artiste? Il va dire non, 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 je suis un plasticien. Et encore, je suis plutôt un cinéaste. Ok, merci. Alors après, si je demande à Pascal Leclerc, est-ce que tu es un artiste? Non, 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 je suis un poète engagé. Voilà. Et Marie-Françoise va répondre, je suis une photographe. Et donc, la sémantique du mot artiste, il y a une résistance sur le 20e et le 21e qui est gigantesque. Un point. Deuxième point, je suis architecte. En étant architecte, il est évidemment aisé, pour tous d'ailleurs, à partir de ce mot-là, puisque tout le monde voyage, tout le monde a des guides de voyage. Bien sûr, l'architecture joue un rôle très important. Dès qu'on voyage et qu'on va dans des lieux urbains, la sédimentation à travers l'architecture est très importante. Bien sûr, l'architecture a toujours été une des parts d'une discipline de création qui, à un moment donné, a trouvé des points de fusion plus importants, sous les Médicis. Enfin, bon, je vais pas donner trop d'exemples, mais je crois qu'on comprend qu'à un moment donné, quand Mantegna travaille à Mantoue, évidemment, il travaille dans un cadre architectural, mais il transforme par la chambre des époux complètement l'espace spatial. Donc, l'idée que la main qui produit l'art et la main qui produit l'artisanat, et qu'on puisse aussi sur le plan sémantique creuser la question des rapports entre l'art et l'artisanat est absolument essentielle, puisque je disais tout à l'heure en off à Marie-Françoise que je retiens notamment de son travail des postures physiques d'artisan de la photographie, quand elle va dans l'endroit où on met les fruits, chercher des caisses à fruits, les amonceler partant de pluie dans le jardin pour avoir un point fixe, pour poser son appareil d'une focale de 60 cm, pour photographier à très longue distance des fruits avec des profondeurs de champ très importantes. Bien sûr, elle est dans un registre qu'on se méprendrait à dire que c'est vraiment un artisan, une artisane, je ne sais pas comment je le dis, là encore un problème de sémantique, mais ceci étant accompli, bien sûr, tout l'espace du regard, toute la dimension transcendante, elle est accomplie par un regard de nature artistique. Mais c'est très difficile de scinder, vraiment très très difficile. Et je dirais que nous, architectes, on a souvent une question autour de la question, sommes-nous des architectes, enfin des techniciens, ou sommes-nous des artistes? Il y a une forte réticence et des débats infinis sur cette question. Moi, je pense qu'on travaille dans un registre de la création, et elle s'accomplit dans un espace social dans lequel toute une série de personnes jouent un rôle pour faire aboutir ces créations. Voilà, je crois dans ça, en fait. Absolument. Donc, il y a eu le 4e projet qui est accompli, sur lequel on travaille pour l'instant. C'est un travail très singulier, puisque c'est un travail d'un peintre portraitiste, enfin, il n'est pas du tout portraitiste, il va me frapper, c'est Pierre Devreux, mais si je dis un truc pareil. Mais en tout cas, je lui ai fait une proposition singulière, c'est mon plus vieil ami que j'ai connu
dans un collège de la banlieue de Bruxelles quand j'avais 13 ans. Et Pierre a fait pendant 2 ans mon portrait. Donc j'ai posé pour lui. Donc ça, c'est une chose qu'on peut s'offrir avec un ami, je pense. Voilà, c'est un peu anachronique. Mais par contre, dans lequel j'ai appris beaucoup, je pourrais y revenir. Mais ce n'est pas votre question. Et pour toujours ne pas y répondre, il est prévu également de travailler dans le domaine de la sculpture, dans le domaine du design. Et donc, il y a un champ d'investigation qui s'ouvre. Bien sûr aussi, parce que je ne sais pas du tout ce qui est devant moi, je dois l'inventer. Enfin, et ceux qui m'aident, c'est ceux qui ont déjà accompli le travail. Alors, le 5e qui arrive, après Marie-Françoise et après Pierre Devreux, s'appelle Jean-Paul Dessy. Effectivement, Jean-Paul Dessy est un violoncelliste absolument exceptionnel. Je pense que c'est surtout ce qui m'attire chez lui. C'est au même titre que chez Marie-Françoise ou que les autres, c'est la curiosité à partir d'un médium d'investiguer et de risquer. L'exposition de Marie-Françoise au Botanique est une exposition risquée, apaisée, je trouve, par rapport à ce que je connais son travail. C'est un point d'apaisement aussi, mais il y a une prise de risque réelle. Et donc, par rapport à Jean-Paul Dessy, c'est un démineur de la musique et il n'y a pas de limite dans ce qu'il fait, sauf l'exigence. Il est extrêmement exigeant. Et donc, l'idée, vous savez qu'on emprunte, dans le cadre de la musique, beaucoup au domaine spatial, sur le plan des mots choisis. On emprunte beaucoup dans le domaine spatial et architectural à la musique pour décrire des séquences spatiales, par exemple, etc. Et il se fait que, c'est bien sûr dans le domaine du rêve que je citais d'emblée, il y a un champ d'investigation extraordinaire des rapports entre la matérialité pesante de l'architecture et le fait que, et Marie-Françoise me le rappelait il y a un instant, que la musique se dissout dès le moment où l'instrument s'interrompt. Et donc, voilà, cette tension, cet inconnu, cette part d'inconnu, c'est l'endroit qui nous mobilise, Dessy et moi aujourd'hui, pour essayer d'investiguer un endroit domestique un peu protégé sur ces notions et de dire, pouvons-nous d'ailleurs, en amont, interroger l'histoire des rapports entre architecture et musique, etc. Voilà, pour répondre un peu au champ de la musique, en tout cas. Eh bien, pas du tout. Jamais, je veux dire, quelque travail que j'entreprenne, et ici encore plus qu'un autre, j'avais aucune idée même de ce résultat possible, même... en fait, c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, quand je commence un travail, en fait, je n'ai aucune idée. Donc, mais un désir fort. C'est-à-dire le désir, ici, j'avais cette phrase qu'on a déjà bien entendue sur l'idée des arbres qui se relient jusqu'à la mer. Hier, j'entendais la radio et j'entendais quelqu'un qui dit « Le web n'a rien inventé. S'il y avait pas ce sont les champignons qui forment le tissu qui se relie jusqu'à la mer. » Et je me dis « Au fond, il y a certainement des tas de couches qui forment ça. » Mais c'était cette phrase-là qui m'avait fait démarrer. Et c'est plutôt, quand je commence quelque chose, c'est plutôt, il y a une table rase, c'est-à-dire, je vais plutôt être, je ne sais rien, et tout est possible, mais donc avec ce je ne sais rien, il y a par contre une très très grande attention à qu'est-ce qui peut arriver, et la moindre petite phrase peut me faire démarrer, quelqu'un qui me dit par exemple, j'ai vu des chauves-souris au Sri Lanka, alors à la fin, je fais ce jardin d'Éden, voilà, à cause de cette petite phrase. Et donc les phrases sont très très importantes et c'est elles qui forment les sillons, je vais dire, dans lesquels les images vont se créer. Mais c'est très gai de ne rien savoir. Mais c'est très important d'avoir ce but quand même, en disant tiens, il faut que je glane tout ce qui va rentrer dans le cadre de cette phrase. Et donc, donc j'ai l'œil qui est attentif si je suis dans une voiture, à la faire arrêter, parce que tout à coup, je vois quelque chose qui va rentrer dans ce cadre. Et alors, pour prolonger ta question, et prolonger aussi tout ça, je veux dire qu'une fois que tout ça est fini, que j'ai fini la série des arbres, que j'ai fini la série des mers, en fait, c'est pas fini du tout pour moi, et mon intention est bien de continuer ce fil. Mais maintenant, évidemment, je sais un petit peu où ça va, mais parce que c'est aussi quand tout est montré, quand tout est fini, qu'on comprend ce qu'on a fait. Parce que tant qu'on le fait, on n'a pas fini de le comprendre. Et donc, quand on l'a compris, alors il y a vraiment des choses qui peuvent encore venir, pour peu qu'elles se présentent à moi, parce que j'ai montré là, il y a 60 photos d'arbres, mais sur 20 ans,
de prise de vue, je vais dire inconsciente, mais donc ça fait très très peu de photos à la fin, hein. Donc je veux dire, il y a beaucoup d'arbres et très peu d'occasions de voir ce qui illustre ce propos de liaison entre les arbres et nous, les arbres entre eux. Voilà. Peut-être de mon côté, par rapport à cette question, pourquoi tu m'envoies alors cette photo? Ici, c'est la photo d'un cabinet d'amateurs de Charles Peirce, je crois. Je pense que c'est peint en 1860, par exemple. Et c'est-à-dire que c'est une collection de toutes des choses extraordinaires qu'il a pu voir ou qu'on lui a données. Je pense que c'est beaucoup plus tôt que 1850. Parce qu'en 1850, on a déjà eu accès à toutes ces choses, donc je pense que ça doit plutôt être, je sais pas, à la fin du XVIIIe siècle, non? Voilà. Et donc on est encore dans la découverte enfin, on n'a pas tout découvert encore à ce moment-là. Il y a encore toutes sortes de choses extraordinaires qui viennent et donc qui sont rassemblées par ce monsieur et qui le montre, c'est caché derrière un rideau. Et qu'est-ce que tu me dis là quand tu m'envoies ça? Que je veux... Je crois que je te dis que je veux élargir la collection. Que toi, tu as une collection d'arbres dans ton jardin. Et que... Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, je repense à cette phrase de Diane Arbus qui dit « La photographie, c'est un secret sur un secret. Plus vous en dites, moins vous en savez. » Et je pense que c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. C'est un peu ça, c'est aller dans le secret de ton jardin et puis découvrir encore plein de secrets. Plus on en découvre, plus on voit combien ils sont infinis. Je veux bien démarrer, allez, je démarre sans problème. Bon, je pense que, indépendamment du point où en est la société aujourd'hui, puisque finalement, ce qui se passe aujourd'hui, où on a un questionnement permanent. D'abord, on a une médiatisation permanente de l'information, c'est-à-dire le niveau d'antenne de l'information a cru de manière exceptionnelle. Les chiffres d'antenne sont extrêmement importants dans l'attractivité liée aux peurs de nos sociétés, amplifiées par les médias, mais amplifiées également par les mécanismes migratoires et violents qu'on connaît. Je parle de l'Europe. Je parle du monde aussi. Et de ce fait, on oublie qu'en 2008, lorsque la crise est arrivée, on a vidangé les caisses de tous les États européens des potentiels culturels. Donc on a systématiquement éradiqué la racine de la culture pour simplement renflouer la caisse des banques à l'époque. Et donc on s'en est bien sûr ému, mais certainement pas autant qu'on s'en émeut aujourd'hui. Je pense, moi, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, que la culture et l'art est une des représentations de ce qu'on peut appeler la culture. C'est bien sûr pas la seule forme. Hein, il ne faut pas mélanger les deux termes. La culture, ça peut être beaucoup d'autres formes de connaissances que la connaissance artistique. Et donc, à travers l'espace de la culture, on alimente les liens. Je donne un exemple. Actuellement, on travaille sur un projet à Chalon-sur-Saône. Donc, c'est un concours qu'on a gagné il y a 2 mois ou 2 mois et demi. Qui s'appelle l'Espace des Arts, qui est en fait une maison de la culture de Malraux, hein, un bâtiment extrêmement vaste dans lequel on va faire un travail assez fondamental sur les espaces, je dirais, de théâtre, mais surtout sur ce qu'on appelle le tiers-lieu, c'est-à-dire de transformer un lieu simplement d'accueil dans un espace partagé sur le plan de la population. Et pour ça, ça demande, par exemple, de réfléchir au potentiel économique de l'ensemble d'une région, de ses liens naturels dans la grande région. Vous savez que la politique française change dans la matière culturelle des grandes régions, et de voir comment on peut relier d'autres opérateurs culturels, mais aussi les opérateurs économiques, et surtout les opérateurs liés à la transmission, c'est-à-dire à l'enseignement. Et quand on fabrique ce réseau, ce tissu, bien sûr, on refabrique de l'identité, hein, on en parle beaucoup aujourd'hui, de l'altérité. Et je pense que l'architecture est sans doute un des mobiles fondamentaux de l'architecture, c'est de créer des dispositifs potentiels de mécanismes d'altérité, de compréhension de l'autre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'architecture seule n'arrive à rien, évidemment. Elle ne peut être qu'un vecteur. Et si c'est un vecteur de reliance, et je pense que en micro, ce qu'on a vécu, Marie-Françoise et moi, dans un petit lieu, et avec ce qu'elle a dit juste avant, c'est-à-dire un système d'amplification pour que demain, les choses soient autrement, à partir de l'accomplissement d'une forme artistique, je pense que là, alors, on peut dire que
que l'art est une nécessité absolue, et l'art et la culture une nécessité absolue pour simplement rendre compte d'un monde et l'apprendre aux plus jeunes, leur faire percevoir ça au sein de l'ancienne médiathèque. Et aujourd'hui, du point culture, c'est sans doute un bon endroit pour prendre la parole sur ce type de questions. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pierre. Moi, ce que j'aurais envie de dire, dans le rôle que l'artiste a, hein, c'est ce mot qui vient maintenant, mais c'est vraiment, on a une réponse, quoi. Dans quel domaine est-ce qu'on peut vraiment répondre à ce qui se passe de façon, je veux dire, désintéressée? Donc, on reçoit un tas d'informations, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui en 2016, hein, on sait que ça ne va pas être très facile cette année-ci, hein, d'un point de vue économique, hein, on annonce déjà un deuxième 2008, donc une suite de la Grande Dépression de 1929-1930, donc ce sont des temps qui vont être durs. Et qu'est-ce que chacun de nous, on peut répondre à ce qui va se passer en se mettant ensemble, hein, pour moi, c'est vraiment l'idée de comment on va répondre ensemble. Je veux dire, quand je montre ici cette exposition botanique, ce que j'ai peut-être pas eu assez l'occasion de dire, mais j'ai vraiment toujours l'impression que j'ai beaucoup de monde qui est derrière moi et qui m'a fait faire ça. Moi, je me dis, je suis juste la main ou la tête qui le fait. Mais c'est le produit d'un tas d'énergie, de désir autour de moi, et il se fait que je suis justement là. Non, je le fais. Et donc, c'est très, très important. Donc, si Pierre, si d'autres gens peuvent donner les moyens à des jeunes, enfin, à toutes sortes de gens de se mettre ensemble et de produire quelque chose, ça, et qui est une réponse à ce qui se passe aujourd'hui, à ce monde un peu terrible dans lequel nous sommes. C'est très important. Je veux dire, on ne peut absolument pas se passer des artistes, hein, puisque là, le mot vient, mais de cette mise ensemble, de cet accouchement, de cette réponse à ce qui se passe autour de nous, quoi. Cette réponse, je veux dire, désintéressée, mais complètement nécessaire. Voilà, nécessaire. Je pense que Marie-Françoise oublie de dire que l'exposition du Botanique a ceci d'exceptionnel, qu'elle relie en deux plateaux le monde par deux fois, une fois dans un travail extrêmement engagé et extrêmement complexe pour un artiste, qui est d'imaginer de nouveaux formats et de nouvelles manières de raconter à travers un médium, la photographie, par un système d'assemblage, et à l'étage un système apaisé dans lequel elle va chercher dans sa mémoire de photographe, c'est-à-dire ses archives, un système de reliance à partir d'un matériau, d'un élément qui est l'arbre. Et dans ce dispositif de reliance, elle traduit à la fois la nature, mais en fait la présence humaine est partout. Et je crois que c'est un des mécanismes de l'art, c'est d'éclairer des situations, je dirais, par la substance même de la discipline qu'on pratique. Et ça, je trouve que c'est remarquable dans le travail accompli au Botanique, et ça répond sans mots à votre question.